Docteur Étienne de Villers-Sidani. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous assistez au AAIC 2017 à Londres et vous avez donné là aujourd'hui une présentation fort intéressante sur la stimulation cognitive et la plasticité cérébrale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Déjà, commencer par nous définir qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale et puis quel est le processus finalement par lequel on passe dans un processus de vieillissement et comment est-ce qu'on peut agir sur cette plasticité cérébrale par de la stimulation cognitive. Mais la plasticité cérébrale, en fait, c'est la capacité du cerveau à faire des nouvelles connexions en lien à l'apprentissage et des nouvelles connexions qui sont utiles pour faire sa vie de tous les jours, en fin de compte. La plasticité du cerveau est différente à différents moments de la vie. On a tous l'intuition que quand on est plus jeune, c'est plus facile d'apprendre quelque chose. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, c'est beaucoup plus facile avant un certain âge. Et le cerveau, donc, est beaucoup plus plastique tôt dans la vie. Et les règles de régulation de la plasticité, en fait, les mécanismes de plasticité du cerveau changent lorsqu'on passe à l'âge adulte et continuent à changer aussi avec le vieillissement. Donc, quand on passe à l'âge adulte, la plasticité du cerveau devient intimement liée au fait qu'on va être récompensé pour quelque chose ou même puni pour quelque chose et qu'on fasse quelque chose de manière très, très, très intensive. Et c'est des substances qu'on appelle neuromodulateurs qui sont libérées au niveau du cerveau qui permettent cette plasticité-là à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'avec le vieillissement, ces neuromodulateurs-là déclinent. Et donc, il y a un changement dans les règles de plasticité avec le vieillissement qui surviennent juste à cause du fait que ces noyaux-là ne sont plus aussi, leur tonus n'est plus aussi bon. Donc, en fait, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les techniques d'intervention cognitive, par exemple, de la pratique comme du brain training, comme on dit, de faire des activités cérébrales pour protéger notre cerveau. Comment est-ce qu'on pourrait les adapter ou peut-être même les utiliser en conjonction avec des médicaments qui augmentent la capacité de ces noyaux-là pour améliorer l'effet de l'entraînement. Donc, le gros de la présentation que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'expliquer comment les mécanismes peuvent varier d'une personne à l'autre ou d'une personne plus jeune à une personne plus vieille pour qu'on puisse mieux comprendre que la plasticité n'est pas un concept qui est uniforme. C'est pas quelque chose que tout le monde a de la même façon. Il y a des différences interindividuelles. Il faut comprendre ces différences-là pour améliorer le résultat, en fait, d'intervention cognitive. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec des interventions au niveau cognitif, de l'entraînement cognitif, beaucoup de choses changent au niveau du cerveau. Un nombre important de processus se raffinent, la matière blanche devient plus dense, la matière grise devient plus épaisse, même les noyaux que je vous ai dit qui déclinent semblent retrouver de la vigueur avec l'entraînement. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être renversées. La chose qu'on ne comprend pas, c'est quel entraînement il faut faire pour quel problème et pour quelle personne. Et c'est vraiment de la recherche qu'il faut continuer à faire dans ce domaine-là pour être capable de faire des interventions mieux ciblées. On est un peu encore comme au domaine des produits naturels. On ne sait pas encore c'est quoi l'ingrédient actif, c'est quoi la dose à donner exactement et quel ingrédient donner à quelle personne. Et c'est le message vraiment que je voulais envoyer. Il faut continuer à chercher et comprendre les différences individuelles dans les variabilités de la plasticité pour vraiment faire des meilleures interventions. Donc là, on a parlé de vieillissement normal. Oui. Dans le cas justement de la maladie d'Alzheimer, là, c'est tout autre chose. Oui. Comment, encore une fois, la stimulation cognitive peut avoir un effet pour soit prévenir ou, en tous les cas, ralentir le passage de la maladie d'Alzheimer vers la démence. Mm-hmm. On ne sait pas si l'entraînement cognitif peut vraiment renverser la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Mais quelque chose qu'on peut imaginer, par contre, c'est que si on est capable de bâtir une meilleure réserve cérébrale, c'est-à-dire si on a plus de facultés pour compenser à la maladie, ce que je dis à mes patients, c'est que si ça, c'est quelque chose sur quoi on a le contrôle. La maladie, pour le moment, malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Mais ce sur quoi on a le contrôle, c'est notre capacité à se pratiquer, à développer une réserve qui va nous permettre de compenser les effets de la maladie. Par exemple, imaginons que quelqu'un va faire un entraînement pour devenir violoniste dans un orchestre symphonique. À ce moment-là, il va falloir se pratiquer des dizaines de milliers d'heures pour être capable d'y arriver. C'est cet entraînement-là qui va nous permettre de finalement être extrêmement bon et de pouvoir compenser pour un déclin au fil de la vie. En fait, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les sphères de la cognition. Si on les pratique, on va devenir des experts là-dedans et on va être capable de plus performer dans des moments qui sont plus difficiles ou à cause de l'effet négatif de la maladie. Donc, je crois qu'il y a quand même
il y a une place pour l'entraînement cognitif pour compenser pour la maladie d'Alzheimer parce que ça peut permettre de développer une meilleure réserve. Parfait, merci beaucoup.